Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Élisée Sarin, L'organisation en procès, 2022. Philippe Duez, Habiter un monde plus humain. L'éthique d'un contrat géographique fondé sur le vivable, 2022. Quentin Meux, La République des valeurs, 2022. Yahya El Yayaoui, Les communs numériques, propriété, économie de partage et gouvernance polycentrique, 2022. Jacques Langlois, Pour un changement anticapitaliste de société, 2022. Sébastien Roffa, Faire du rêve une réalité, l'histoire de Disneyland Paris, nouvelle édition, 2022. Frédéric de Bomy, Le monde de Macron, La gauche défaillante et moi perplexe, 2022. Jacques Arnoux, La guerre de l'espace aura-t-elle lieu, 2022. Chrysostome Cijik Akayombo, Analyse systémique et axiologique appliquée à la pratique de philosophie de l'éducation, 2022. Olivier Caremelle, Argent, transfert, droit TV, Le foot à l'agonie, 2022. Daniel Favary, Le référendum d'initiative citoyenne. Mode d'emploi. Pour une démocratie participative, 2022. Arnaud Maigre, L'innovation vertueuse. L'économie par les valeurs, 2022. Alexandre Baumann, Économie du militantisme, le paradoxe du cancer militant, 2022. Dédicace. À Félix Buczek, à mon ami Lionel. Exergue. Pendant le petit déjeuner, Fred nous annonce une bien mauvaise nouvelle. La journée d'avant-hier, longue, froide et humide a réveillé la gelure d'un orteil dont il avait souffert lors de l'ascension du Shōyu en 2007. Que faire? Nous discutons longuement des diverses options. La première est de continuer sans lui, de le laisser seul à la cabane où il ne court aucun risque, et de le récupérer au retour du rallier du bâti. Je m'insurge par principe contre l'idée d'abandonner un membre du groupe. Ma réaction est irréfléchie, spontanée, romantique. Mais la question qui m'est renvoyée, si tu étais à sa place, souhaiterais-tu que l'aventure s'arrête pour tous les autres? Me plonge dans l'embarras. Ce qui me paraissait évident, ne l'est plus. Marcher à Kerguelen, François Garde. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. The Friends of Voltaire. S.G. Talentire. Introduction. Le 16 mars 2020, dans un discours à tonalité martiale, Emmanuel Macron décrétait un état d'urgence sanitaire. 18 mois plus tard, à l'heure où j'écris ces lignes, nous vivons toujours dans cette situation d'exception, avec des mesures de restriction signifiantes qui tendent à se pérenniser. Que le pays des Lumières, berceau des régimes démocratiques occidentaux, fonctionne dans la durée avec un pouvoir aussi concentré pose pour le moins question. Y aurait-il en définitive une compatibilité possible entre autoritarisme et démocratie? Un effort de décentrement conduit à constater que ce paradoxe n'est pas spécifique au gouvernement de l'État, mais travaille aussi les niveaux plus locaux. Alors que des initiatives participatives essaiment un peu partout, les politiques territoriales n'en demeurent pas moins aux mains de grands élus, parfois plus soucieux de laisser une trace de leur passage aux commandes que de répondre aux problèmes concrets de leurs habitants. Du reste, l'affichage d'une action volontariste en matière de participation, avec des budgets associés, n'empêche pas certains exécutifs municipaux de recourir à des pratiques moins ouvertes lorsqu'il s'agit de déployer des projets qui correspondent à leurs propres aspirations. C'est par exemple cette très grande ville aux avant-postes de l'innovation participative qui, une nuit en catimini, a piétonnisé une voie de circulation importante sans prendre la peine d'afficher sur site la moindre information, pas même les arrêtés réglementaires. Cette action n'interrogerait pas tant les intentions démocratiques des élus concernés, si elle n'avait pas été déployée 3 jours avant le deuxième tour des élections municipales,
comme un pied de nez adressé aux listes concurrentes. La démocratie est à mon sens porteuse de différents malentendus, et ces situations qui touchent à la fois le local et le global en témoignent. Le premier tient à la nature même du terme. Que ce soit dans les milieux politiques, intellectuels ou citoyens, beaucoup de gens assimilent la démocratie au régime institué en France et plus largement dans le monde occidental. Mais lorsqu'on en revient à sa définition première, à savoir le pouvoir au peuple, peut-on considérer qu'un système où les représentants sont issus d'une élection boudée par plus de 2/3 des électeurs, comme ce fut le cas aux régionales et départementales de juin 2021, soit une traduction opérante de l'idéal démocratique ? De la même façon, en référence aux présidentielles américaines de 2020, un pouvoir peut-il réellement se prévaloir d'être démocratique lorsque près de 40% du corps électoral doute de l'honnêteté de la procédure qu'il a installée, surtout quand ces sceptiques n'appartiennent pas uniquement au camp des vaincus ? Ce regard interroge notre appareillage institutionnel. Certes, celui-ci assure l'expression de contre-pouvoirs et constitue un précieux rempart a priori face aux dérives totalitaires. On remarquera que même au plus profond de la crise sanitaire, les différents organes, Parlement, Conseil d'État et Conseil constitutionnel, ont pu officier, réfutant alors l'hypothèse d'un système entièrement dans le giron du gouvernement. Pour autant, cet appareillage n'exclut pas que des décisions qui vont fortement impacter le peuple français dans la décennie à venir soient prises par un cercle restreint d'acteurs, sans réelle concertation. Ainsi, malgré ces garde-fous, il semble bien que la France ait été dirigée depuis le début de l'épidémie par un seul homme, dont les décisions ne répondent pas toujours à l'exigence républicaine d'absence d'arbitraire. Vu sous cet angle, n'y aurait-il pas lieu d'affirmer que si ce système fonctionne en théorie, apportant ainsi une caution démocratique au régime, il pèche quelque peu dans sa mise en pratique ? La démocratie ne peut se réfléchir uniquement à l'aune des structures institutionnelles, et il s'agit là du premier parti pris de cet ouvrage. Parallèlement, si l'on en revient au terrain plus local, certains s'appuient sur les initiatives participatives pour tenter de réconcilier le citoyen avec l'institution. Celle-ci consiste à associer les habitants aux différentes étapes de l'intervention publique, mais dans un dispositif restant maîtrisé par le pouvoir politique. Il est légitime de s'interroger sur la pertinence de ce type d'action, en tant que réponse appropriée à une forme de crise démocratique. Je ne suis pas certain en effet qu'il y ait au sein de la population un souhait particulier de s'investir au quotidien dans la vie de la cité. Il s'agit sûrement d'une composante de la vision du monde que promeut une certaine élite intellectuelle, mais l'audience mesurée des événements participatifs, surtout lorsqu'on la rapporte à l'ensemble du public qu'ils sont susceptibles de toucher, suggère que la gestion partagée et collective des affaires publiques reste une attente marginale. En revanche, de récents travaux scientifiques, dont entre autres ceux de la Fondation Fondapol sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir, laissent à penser qu'une part croissante de la population souhaite disposer d'un droit de regard par rapport aux décisions politiques qui les concernent. Il ne s'agit pas tant pour ces citoyens de participer dans un grand élan collectif à la mise en œuvre de l'action publique, que d'avoir un minimum de prise sur les transformations qui les ciblent. C'est autrement dit une aspiration à maîtriser son destin, et plus précisément à pouvoir décider ce qui est important pour soi. Ainsi, l'enjeu démocratique réside sûrement moins dans le développement d'outils de participation ou de co-construction que dans l'installation de circuits de dialogue et de coopération entre les citoyens et les acteurs institutionnels, ces circuits ayant pour objectif de déployer une action publique la plus en phase possible avec les besoins exprimés par les publics vers lesquels elle se tourne. Ce regard par rapport aux attentes démocratiques constitue un autre ancrage de la réflexion menée dans cet ouvrage. Ce faisant, la divergence d'approche de la démocratie traduite au travers des malentendus évoqués pose en filigrane une question essentielle. En quoi peut concrètement consister une démarche démocratique ? Pour certains, le fait que son pilotage soit assuré par des élus est une condition suffisante, ces derniers étant censés représenter le peuple. De nombreux porteurs de projets acceptent l'idée que le système représentatif ne fait pas tout, et que l'enjeu démocratique sous-tend en complément des pratiques participatives. Mais pour beaucoup, celle-ci se résume à la mise en place de réunions publiques et à l'intégration de quelques remarques de citoyens aux projets dont ils ont la charge.
Force est de constater que ces interventions à minima satisfont rarement l'ensemble des demandes des acteurs impactés de près ou de loin par les actions en jeu, ceux que je désigne sous le terme de parties prenantes, et génèrent au mieux de la circonspection, au pire de la frustration. Moins encore elles ne permettent de calmer la grogne des oppositions. Il est ainsi légitime de s'interroger sur le crédit démocratique à accorder aux démarches qui ne sont pas vécues comme telles, par ceux qui y sont engagés. L'exigence démocratique ne porte donc pas uniquement sur l'ouverture d'un dialogue entre le porteur d'une action publique et les parties prenantes. Elle renvoie également à son cadrage et à la manière dont celui-ci est produit. Elle appelle de plus à se questionner sur qui en sont les artisans. Car c'est vraisemblablement cet écart de perception entre ceux qui établissent le cadre du débat et ceux qui auront à s'y soumettre qui rend aujourd'hui l'appareillage démocratique inopérant en pratique. Mes parcours personnels et professionnels m'amènent en effet à penser que les fondements de l'intervention publique sont définis par un cercle d'élite largement minoritaire, si on s'intéresse à leur vécu subjectif et à leur vision du monde. Notamment, on peut difficilement affirmer que les membres du gouvernement, les députés, les sénateurs, les grands élus et hauts fonctionnaires ont un mode de vie assimilable à celui de la majorité des Français. C'est ainsi que nos lois baignent souvent dans un parisianisme qui les rend inapplicables dans de nombreux contextes territoriaux. Cela explique sûrement que beaucoup de nos édiles n'aient pas anticipé la fronde des gilets jaunes face à la taxe carbone, dont la flamme avait vraisemblablement été attisée quelques mois auparavant avec la limitation de la vitesse à 80 km/h. Comment alors faire en sorte que la démocratie ne soit pas une unique idée abstraite, théorique et descendante, peu transposable en définitive dans le monde vécu? Comment au contraire peut-elle se traduire concrètement dans l'action et dans le quotidien de chaque citoyen? Ce sont les questions centrales que je vous propose d'explorer au travers du présent ouvrage, et qui me conduiront à semer les germes d'une approche de la démocratie ancrée dans le banal et le quotidien, ce que j'appelle la démocratie opérationnelle. La sociologie des organisations apporte des points d'appui pour tenter d'éclaircir le problème ainsi posé. Les travaux qui s'en inspirent ont montré depuis longtemps que dans les univers de travail, la coopération se structure autour de régulations informelles que les acteurs construisent eux-mêmes en fonction de la situation qu'ils rencontrent. Celles-ci faisant souvent passer les règles officielles établies hors contexte au second plan. Définir des principes d'action collective d'en haut n'a donc pas vraiment de sens, si parallèlement on ne s'intéresse pas à la manière dont les acteurs les interpréteront, les appliqueront voire les détourneront sur le terrain. Les prismes d'analyse que la sociologie des organisations propose sont aisément transposables au contexte d'intervention publique. Ils nous suggèrent que la démocratie ne se décrète pas, mais se travaille avec ceux qui en sont partie prenante. Ils invitent à mesurer son effectivité non pas à l'aune de l'arsenal législatif et administratif en place, mais plutôt au travers de la manière dont l'action publique se déploie au concret. Je mobiliserai ainsi dans cet ouvrage les apports théoriques de cette discipline, pour mieux cerner l'objet démocratique. Cet angle d'approche m'amènera à me focaliser sur les jeux d'acteurs qui travaillent les processus d'action publique, et à proposer au lecteur des clés pour bien en saisir les ressorts. Il me conduira en outre à porter attention à un type d'acteur trop souvent oublié des études et discussions sur la démocratie, le personnel opérationnel. Il s'agit de cet ensemble de professionnels qui chaque jour mettent en œuvre l'action publique, ceux-ci pouvant appartenir aussi bien à des institutions publiques, qu'à des bureaux d'études spécialisés ou des entreprises missionnées par des organismes publics. Hors des feux des projecteurs, ces acteurs jouent un rôle décisif dans les processus qui la sous-tendent et ont donc une influence prégnante sur le produit qui en résulte. La démocratie ne peut donc se concevoir sous l'unique prisme de la relation entre le politique et le citoyen. C'est aussi et surtout un problème opérationnel. Ce travail autour de l'objet démocratique s'appuie sur une expérience professionnelle d'une dizaine d'années dans le domaine de l'aménagement public, et sur des travaux de recherche que j'ai pu conduire en parallèle. Les contextes de projets urbains constituent sur cette base la matière empirique principale à partir de laquelle j'étire cette réflexion. Mon propos ne se limite cependant pas à ce domaine technique, et interroge plus largement le champ de l'action publique dans son ensemble. Au demeurant, ce livre est le fruit d'un parcours réflexif entamé depuis quelques années,
mais qui a été bousculé par la crise sanitaire. Le souhait de le réaliser est certes antérieur à l'épisode du Covid, de même que la plupart des idées que j'y développe. Mais les confinements, reconfinements, états d'urgence successifs ainsi que les mesures sur le pass sanitaire m'ont amené à appréhender la question démocratique sous un angle nouveau, et à réinterroger certains prérequis sur lesquels j'envisageais de structurer cet ouvrage. Sans avoir vécu cette crise, je n'aurais vraisemblablement pas autant insisté sur les travers d'un mésusage démocratique. Je n'aurais sûrement pas eu un regard aussi critique sur les dérives paternalistes et pédagogiques de la conduite des affaires publiques. Du reste, les événements vécus sur la période 2020 à 2021 me laissent à penser que le basculement dans un nouvel âge démocratique n'est plus seulement souhaitable. Cela devient un impératif, si l'on veut demain que nos enfants vivent dans un monde libre et émancipateur. L'abstention de plus en plus forte et la défiance croissante envers la politique doivent nous alerter sur les limites d'un système institutionnel en train de se désagréger. La crise que nous connaissons m'a en ce sens donné une force supplémentaire pour rédiger et terminer ce livre, et ainsi chercher à contribuer même modestement au renouveau démocratique. Mon propos se structure en 5 chapitres. Le premier vise à montrer que la démocratie est devenue une notion accaparée par une frange élitiste de la population. L'enjeu démocratique appelle donc à renverser cette tendance de manière que chacun puisse s'en réapproprier l'usage. Sur cette base, le deuxième chapitre pose les fondations de la démocratie opérationnelle en tant que pratique renouvelée de l'action publique. Celle-ci s'articule autour d'une idée clé sur la décision collective, de principes par rapport à l'intervention citoyenne dans le processus d'action publique et de valeurs. Le troisième chapitre cherche à conceptualiser la notion de démocratie opérationnelle. Il en précise les définitions et assises théoriques. Y est en outre proposé une modélisation du concept en situation de projet. Pour ce faire, je m'appuie sur un autre schème qui a émergé de mes travaux de recherche, celui de groupe opérationnel. Cette notion employée pour qualifier un collectif informel rassemblant les acteurs impliqués dans la mise en œuvre d'une action, permet de saisir les enjeux démocratiques qui travaillent une situation opérationnelle. Elle ouvre ainsi sur des pistes de solutions pour favoriser la coopération entre la sphère opérationnelle, les élus et les citoyens parties prenantes. Le quatrième chapitre met en garde le lecteur contre un mésusage démocratique. Il relève différents dangers susceptibles de détourner l'idéal démocratique à des fins de manipulation et de violence symbolique. Ces écueils n'en disqualifient pas la pratique, et le cinquième et dernier chapitre propose des manières de s'en prémunir. Il s'agit plus largement de présenter des voies de concrétisation de l'idée de démocratie opérationnelle. 10 propositions sont à cet effet formulées en fin d'ouvrage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une précision me semble importante. Je mobilise au cours de mon propos l'idée de violence symbolique, afin d'alerter sur les travers d'une pratique démocratique inachevée. J'emprunte ce concept à Pierre Bourdieu pour désigner cette forme de violence peu visible et non physique, qui s'exprime à travers les normes sociales et qui s'observe dans les structures sociales. Douce, invisible, méconnue comme telle, choisie autant que subie, la violence symbolique touche les dominés de façon à s'inscrire en eux et à les amener à juger légitime une domination sociale donnée. Bourdieu, 1980. Je considère que les dispositifs démocratiques institutionnels constituent de puissants vecteurs potentiels de ces normes, et à cet égard sont susceptibles de contribuer à l'instauration des conditions de dominants et de dominés. La violence symbolique représente ainsi un véritable poison susceptible de pervertir toute initiative démocratique. Les porteurs de projets publics doivent en avoir pleinement conscience, et prendre des précautions en conséquence lorsqu'ils conduisent des concertations. Pour en illustrer le risque, peut-être vais-je ici surprendre le lecteur, je m'appuierai sur une idéologie qui tente à envahir l'espace public, l'écologisme militant contemporain. Il s'agit à mon sens du parfait exemple, notamment au travers de l'idée d'urgence climatique, d'une pensée qui devient de moins en moins discutable et discutée et qui s'inscrit dès lors subrepticement en vérité. Ce mouvement contribue dans un même élan à installer une élite métropolitaine au pouvoir, et à imposer un certain mode de vie. Nous verrons d'ailleurs au chapitre 4 que la Convention citoyenne pour le climat
dispositif participatif mis en place courant 2020 pour définir une série de mesures permettant d'atteindre une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, n'est pas sans nourrir cette forme de violence symbolique. Que l'on ne s'y trompe pas, l'objet de mon propos n'est pas de mener une critique de la pensée écologiste. J'aurais d'ailleurs pu tout à fait prendre d'autres idées qui s'avèrent aujourd'hui difficilement contestables dans l'espace public bien qu'elles soient en elles-mêmes discutables. La critique néolibérale, une certaine forme de néo-féminisme ou encore la prédominance de l'État-nation. Mes champs d'observation empirique m'ont donné néanmoins une précieuse matière pour décrypter les mécanismes de violence symbolique que porte cet écologisme contemporain. Mais plus encore, c'est sûrement parce que je suis de ceux qui pensent que la préservation de l'environnement constitue l'un des enjeux majeurs de nos sociétés pour les décennies à venir, que j'ai souhaité dénoncer une dérive autoritaire qui ne dit pas son nom. Car de telles pratiques desservent à mon sens la cause qu'elles sont censées défendre. La violence symbolique ne convainc pas mais étouffe, fracture et crée du ressentiment. Je crois bien plus en les vertus du débat public ouvert et contradictoire pour changer le monde. Si une cause est juste, faisons donc confiance aux citoyens pour qu'ils choisissent la bonne voie. La délibération éclairée plutôt que la manipulation des foules, voici le principe sur lequel toute démocratie devrait reposer et qui constitue le fil conducteur de cet ouvrage. 1. La démocratie comme notion à démocratiser. Qu'est-ce que la démocratie ? Voilà une question qui peut en déstabiliser plus d'un tant la notion est complexe, plurielle et chargée historiquement. Lorsque j'explique que je travaille dans le cadre de mes recherches sur la démocratie, mes interlocuteurs non familiers du milieu académique me regardent souvent avec un regard perplexe qui vient traduire une vision quelque peu stratosphérique de mes réflexions. À l'inverse, lorsque je participe à des séminaires avec des chercheurs avertis et que j'explique en quelques mots comment j'appréhende la démocratie dans mes travaux, il m'est à coup sûr reproché d'être passé trop vite sur la notion et d'avoir fait l'impasse sur telle ou telle référence. Car la littérature autour de la démocratie foisonne et traite de sujets aussi variés que la géopolitique, le dialogue social, la gouvernance de l'action publique locale, ou encore le fonctionnement de collectifs autogérés. Pas facile de s'y retrouver dans une telle nébuleuse, qui laisse finalement à croire que l'emploi du mot démocratie serait réservé à une élite cultivée. Que l'on s'entende bien, ce livre n'a aucunement vocation à donner au lecteur ce savoir théorique qui lui permettrait d'intégrer le cercle de ses érudits. Pour répondre à un tel objectif, de nombreux ouvrages spécialisés sont sûrement plus appropriés. Il s'agit au contraire de prendre le contre-pied d'une telle approche. Car en définitive, cet usage du terme de démocratie apparaît pour le moins paradoxal. Que le mot même signifiant étymologiquement le pouvoir au peuple, ne soit accessible qu'à une minorité éclairée ne représente-t-il pas une pleine contradiction en soi ? Il y a lieu dans ces conditions de penser que la démocratie reste un objet peu démocratisé, du moins dans la manière de la concevoir. Ainsi, le positionnement ici assumé consiste à dire qu'il est urgent de renverser cette tendance. Non, pour s'exprimer sur la chose publique et les règles de vie en société, il n'est pas nécessaire d'avoir lu toute l'œuvre d'Alexis de Tocqueville et pas davantage d'avoir vécu dans la Grèce antique. Je suis d'ailleurs toujours surpris de consulter des écrits prônant le développement démocratique, dont la lecture est rendue ardue du fait d'un style grandiloquent et d'un vocabulaire sophistiqué. De tels travaux sont aussi souvent truffés de références à des penseurs du passé, qui ont plus pour objectif de témoigner de la culture de l'auteur que d'éclairer le lecteur. L'une des premières exigences quand on parle de démocratie, ne devrait-elle pas être justement de faire en sorte que son propos soit audible pour le public le plus large possible ? Discuter l'objet démocratique implique en effet à mon sens un devoir d'ouverture qui vise à mettre en débat ses réflexions au-delà de son propre microcosme. Du reste, notons que le non-respect de ce principe d'ouverture rend le champ de réflexion autour de l'objet démocratique contre-productif. Si cela devient d'un domaine d'experts, la notion elle-même s'avère sélective et exclusive. Ainsi, la spécialisation qui en découle et qui parfois conduit à une certaine mystification, tend à éloigner d'autant plus les élites du commun des mortels. Nous allons donc dans ce chapitre étudier ce phénomène d'exclusion, lié à ce qui s'apparente à une confiscation de la démocratie par certains groupes sociaux.
La démocratie, un domaine réservé aux juristes? Beaucoup appréhendent la question démocratique sous l'angle des règles régissant la vie en société, sinon de celles sur lesquelles se fonde notre système institutionnel. C'est la raison pour laquelle de nombreux travaux traitant du sujet sont issus des sciences politiques et du droit. En situation de projet, cette approche renvoie aux procédures qui permettent aux citoyens de faire valoir leurs droits face aux organisations qui les pilotent, et que l'on désigne sous le terme de maître d'ouvrage. Ainsi, tout projet d'aménagement d'ampleur, tel la construction d'une infrastructure ferroviaire ou la réalisation d'un nouveau quartier, donne lieu à minima à une concertation préalable dans les phases de définition d'un projet, puis à une enquête publique à un stade plus avancé. Cette enquête s'appuie sur une étude d'impact environnemental, établie à partir d'un projet détaillé. Les projets les plus importants sont également soumis en phase amont à une procédure de débat public, menée sous l'égide d'une autorité administrative indépendante, la Commission nationale du débat public, CNDP. Nous aurons au fil de l'ouvrage l'occasion de revenir sur cette institution. Le Code de l'urbanisme et le Code de l'environnement définissent de manière assez précise les conditions dans lesquelles doivent se déployer ces différentes phases de concertation. Celles-ci représentent parfois des temps de démocratie vivants, et il n'est pas rare qu'elles aboutissent à une mise en suspens de la démarche, voire mettent un coup d'arrêt pur et simple aux velléités de leurs porteurs. Avec le temps, les maîtres d'ouvrage ont appris à s'arranger de ces procédures. Sur des projets à fort enjeu, la concertation réglementaire impose un travail de préparation d'ampleur régi en coulisses par des experts multiples, en environnement, en droit et en communication notamment. Sans conteste, la mise en place de telles procédures et leur renforcement à la fin des années 90 auront ouvert des démarches d'action publique qui étaient jusqu'alors le domaine réservé de quelques élus, mais surtout d'une technocratie toute puissante. Ces temps de débat public apportent une ressource, aussi minime soit-elle, au riverain David pour faire face au maître d'ouvrage Goliath. Pour autant, cette approche réglementaire a ses limites. En premier lieu, les procédures interviennent à des temps ciblés du projet alors qu'une démarche de projet s'étale sur un temps considérable. Ce sont en quelque sorte des rendez-vous ponctuels sur une trajectoire pourtant longue et mouvementée. Dès lors, s'ils assurent une information du public et un cadre d'échange avec le porteur de projet, ils ne garantissent en rien une mise en dialogue de la substance du projet entre le citoyen et le maître d'ouvrage. Mon expérience de praticien de l'aménagement, tout comme les observations effectuées dans le cadre de mes recherches, me laissent à croire qu'il s'agit en réalité de la partie émergée de l'iceberg. Au-delà de cette concertation médiatisée, il existe tout un pan invisible de la démarche de projet où les diverses parties prenantes discutent, négocient, voire parfois co-construisent des solutions. En bref, les débats actifs que provoque parfois le cadre de concertation réglementaire ne sont en rien synonymes d'un processus démocratique sur la durée. À l'inverse, certaines démarches paraissent vues sous le prisme des temps de concertation officiels très opaques, alors qu'elles donnent lieu, dans les plis de la conduite de projet, à un vrai dialogue de terrain, vivant au quotidien. Méfions-nous donc d'une approche juridico-centrée de la démocratie. C'est avant tout son caractère prescriptif qu'il convient de critiquer. Le droit aborde le problème démocratique sous la forme de procédures sans vraiment se soucier de la manière dont les acteurs dans un contexte particulier les interpréteront et les appliqueront. En d'autres termes, il se focalise sur ce que les gens doivent faire d'une façon générale, quand un regard plus opérationnel appelle à s'intéresser à ce qu'ils font réellement dans une situation d'action donnée. Or, comme nous l'ont enseigné les ergonomistes, le prescrit n'est pas le réel. À cet égard, une conduite de projet à forte tonalité juridique s'avère contre-productive du point de vue démocratique, du moins dans une conception tournée vers l'action et le concret. En effet, le maître d'ouvrage juriste cherche avant tout à maîtriser les procédures de dialogue avec le public en vue d'éliminer le moindre risque de contentieux. Cette perspective l'amène à aborder la concertation dans une approche défensive, consistant à cadrer le plus finement possible les éléments mis en discussion. Corseter ainsi les échanges vise à anticiper les difficultés qui pourraient surgir et mettre le porteur de projet en porte-à-faux. Dans de nombreux projets d'infrastructure, les maîtres d'ouvrage présentent au cours des phases de concertation réglementaire 3 scénarios. C'est une manière comme une autre pour le porteur d'édicter l'objet des débats,
sachant qu'un examen détaillé des documents mis à disposition du public conduit souvent à constater que 2 scénarios ont une pertinence bien moindre que le troisième, et n'ont d'autre but que de légitimer ce dernier. Le maître d'ouvrage juriste n'aime pas du reste l'incertitude, et souhaite de fait toujours rester maître du jeu. Pourtant, le principe démocratique ne serait-il pas justement de proposer au citoyen un horizon des possibles le plus ouvert qui soit, et de lui laisser la responsabilité de déterminer ce qui fait débat ou non? Dans ma conception de l'action publique, les démarches démocratiques doivent laisser place à l'inattendu, aux idées originales voire farfelues. Elles doivent permettre ce que l'on pourrait appeler des pas de côté, à savoir des ouvertures sur des aspects qui ne concernent pas directement l'objet d'une concertation mais qui nécessairement s'y enchevêtrent. La démocratie impose aux porteurs de projets de sortir de leur position administrative prescrite. Ils doivent comprendre qu'il est insupportable pour un citoyen de s'entendre répondre de la part d'un maître d'ouvrage public qu'il ne peut rien par rapport à sa doléance, car celle-ci n'est pas de son ressort, mais de celui d'une autre administration publique. Dans cet esprit, les porteurs de projets n'ont pas à craindre le chaos qui, en certaines circonstances, peut au contraire s'apparenter à une ressource. En résumé, plutôt que de nouvelles règles et procédures, la démocratie nécessite à mon sens aujourd'hui des efforts de décadrage et de déconstruction, pour que chaque parole puisse justement s'exprimer. Elle invite le maître d'ouvrage non pas au contrôle exacerbé des espaces de dialogue, mais plutôt au lâcher-prise et à la confiance envers la capacité du public à trouver des voies de résolution aux problèmes publics. On conçoit dès lors en quoi elle percute de plein fouet une approche juridico-centrée, qui diffuse inexorablement au cœur de la conduite de projet la crainte du contentieux, et tend à l'ancrer dans un registre défensif. Un problème d'élu ? La démocratie telle qu'elle est aujourd'hui institutionnalisée, se structure essentiellement autour du système représentatif. Quand bien même des initiatives participatives éclosent un peu partout, celles-ci n'agissent, pour reprendre une expression du politiste Jean-Pierre Gaudin, qu'en complément vitaminé d'une mécanique tenue par les élus, Gaudin 2013. Et plus spécifiquement par ceux de plus haut rang comme les maires des grandes villes et ou les présidents des intercommunalités, départements et régions. L'emprise de ces grands élus est d'autant plus forte qu'ils disposent d'une visibilité au niveau national. La crise de légitimité qui touche actuellement la sphère politique ne doit pas occulter les vertus démocratiques d'un tel système. Notamment, les échéances électorales régulières imposent à ces édiles, quelle que soit leur approche du pouvoir, de s'intéresser un tant soit peu aux attentes et besoins de leurs administrés. Ce qui représente le meilleur rempart contre les dérives technocratiques de l'action publique. Un regard issu du terrain opérationnel conforte largement ce point de vue. Les réprimandes parfois véhémentes des élus envers leurs équipes techniques puisent leur source moins dans une attitude autocratique que dans une exigence de réaction face aux interpellations de la population qu'ils représentent. Certains chefs de projet, ayant bien saisi ce mécanisme, s'attachent d'ailleurs à tisser un réseau fin de relations sur le territoire où ils exercent, de manière à fonctionner par contact direct avec les administrés et ainsi contourner des élus qui pourraient être perçus comme trop intrusifs. Il arrive même parfois qu'au fil des années ces techniciens deviennent localement des incarnations du projet, plus légitimes que leurs responsables politiques. On mesure ici un effet indirect du système représentatif qui tend à favoriser une pratique de démocratie directe chez les professionnels de l'action publique. Pour autant, cette forme démocratique se heurte à différentes limites. C'est la question de la représentativité qui pose problème en premier chef. Un élu que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le cadre de mes recherches résume le problème parfaitement. La réalité c'est que la mairie est élue à 51%, et que le projet peut se faire sur un quartier où elle est élue à 35%. Ajoutons à cela d'une part que les scores électoraux ne tiennent pas compte de l'abstention, d'autre part que le corps électoral est loin d'inclure l'ensemble des individus étant amenés à un moment ou à un autre à interagir avec un territoire, mineurs, étrangers, personnes travaillant sur ledit territoire mais habitant dans une commune autre constituent autant de groupes sociaux n'ayant pas accès au système représentatif qui régit la vie locale. Dans ces conditions, la légitimité élective ne donne pas nécessairement légitimité à un projet porté par une liste majoritaire. Ce d'autant plus qu'un citoyen peut tout à fait voter pour un candidat,
Parce qu'il s'accorde avec les grandes lignes de son programme sans forcément adhérer à l'ensemble de ses composantes concrètes. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on a voté pour tel maire qu'on lui donne carte blanche pour réaménager le quartier où on habite. Aussi faut-il souligner la désynchronisation entre le temps de l'élu et celui du projet. Dans le champ de l'aménagement public, il n'est pas rare que les démarches s'étalent sur une dizaine d'années, quand les mandats politiques ne dépassent jamais 6 ans. Les élus qui pilotent la phase opérationnelle d'un projet et qui l'inaugurent ne sont souvent pas ceux qui l'ont initié. Dans un tel contexte, la plupart d'entre eux préfèrent assurer un suivi à minima en déléguant le portage de la démarche aux techniciens qui en ont la charge, y compris sur des aspects relevant strictement de la politique locale. Nombreux sont à cet égard les professionnels de l'action publique qui déplorent le manque d'investissement, sinon l'absence de décision, des élus avec qui ils doivent travailler. Car au quotidien, ce sont bien ces techniciens qui négocient avec les parties prenantes sur le terrain, qui posent les arbitrages et orientations directrices, quand bien même ces aspects finissent par se formaliser dans des documents officiels avalisés par les organes délibératifs. Cette marge de manœuvre a un côté grisant, et on conçoit que les équipes techniques aient parfois du mal à la réduire lorsque des élus fraîchement débarqués cherchent à reprendre la main sur une dynamique opérationnelle engagée. L'objet n'est pas ici de nous attarder sur les luttes de pouvoir qui travaillent la relation entre les élus et les techniciens, mais plutôt de pointer que les majorités issues du système représentatif sont parfois loin d'avoir toutes les clés en main dans une situation de projet, même lorsqu'elles souhaitent prendre la démarche à leur compte. Pour toutes ces raisons, la forme représentative ressort comme une condition nécessaire mais non suffisante à l'idéal démocratique. En situation de projet, la notion même de représentativité fait problème. Comme me le confiait une citoyenne investie dans le mouvement des Gilets jaunes, l'action concrète ne peut se conduire et se diriger que par le biais d'un nombre restreint de personnes, et implique de fait de désigner des représentants. Comment dès lors faire en sorte que ceux-ci suivent à la lettre le programme qu'ils ont présenté ou que nous leur avons présenté pour qu'ils nous représentent justement? On peut dans cet esprit réfléchir, comme le suggèrent Michel Callon, Pierre Lacoume et Yannick Barth, à des modalités de pilotage construites non pas en fonction de majorités politiques préétablies, mais plutôt autour des identités collectives propres au projet et tenant compte des rapports de force en présence. Callon, Lacoume et Barth, 2014. Comment? Il s'agit d'une question importante que j'aborderai plus loin, chapitres 2, 3 et 5. En attendant, notons que réinterroger le fait représentatif constitue un problème épineux qui de toute évidence ne peut pas être confié aux seuls élus dans la mesure où ils en sont pleinement partie prenante. Cette approche réflexive invite en outre à questionner une conduite de projet qui, dans sa dimension technique, reste entièrement subordonnée à ce système représentatif. Car les techniciens agissant pour le compte des porteurs de projets publics demeurent sur le plan contractuel toujours dépendants du pouvoir politique. Ils en constituent, du moins sur le papier, le bras armé. Nous reviendrons sur les entorses qu'un tel assujettissement crée aux principes démocratiques, chapitre 4. Retenons d'ores et déjà que le dépassement de la démocratie représentative appelle aussi à réfléchir au positionnement des équipes techniques en charge de déployer l'action décidée collectivement, et à leur affiliation hiérarchique. Un problème d'experts de la participation? L'éclosion d'un marché de la participation. La remise en cause du système représentatif n'est pas nouvelle. Elle a donné lieu ces dernières années à une pluralité de courants de pensée et de pratiques autour de la notion de démocratie participative. Celle-ci peut s'entendre comme une façon d'impliquer le citoyen directement dans l'action publique et dans les processus décisionnels afférents. Elle se traduit dans des formes diverses telles que la mise en place de conseils de quartier, le développement d'ateliers de travail avec les riverains, sinon la mise à disposition de budgets participatifs, à partir desquels les citoyens réalisent des actions dont ils sont à l'initiative. L'idée n'est pas dans cet ouvrage d'effectuer un état de l'art en la matière, d'autres s'y sont déjà brillamment attachés. Il est en revanche intéressant de constater que cet élan participatif a ouvert un nouveau champ d'expertise relatif à la conception, l'installation et l'animation de dispositifs de concertation. D'aucuns comme Alice Mazot et Magali. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.